Radio. Les matins éphémères vous est présenté par la Boîte à pain, la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou. Ensemble, appuyons la radio d'ici qui renforce notre culture locale et notre communauté. Bonne émission! Ensemble, soutenons la radio d'ici, qui enrichit notre culture locale et rassemble notre communauté. Les matins éphémères vous est présenté grâce au soutien de la Boîte à pain. Bonjour à tous, bienvenue aux Matins éphémères, 7h. C'est parti pour l'édition des Matins éphémères, mardi 20 janvier. Oh là là! Dehors, c'est pas beau, il ventait tout à l'heure, mais là, on dirait presque une mini tempête de neige. En tout cas, bref, ce sera ça, de la petite neige aujourd'hui, mais beaucoup de vent, ça c'est sûr, puis cette neige qui s'intensifie. Mais en tout cas, soyez prudents si vous devez prendre les routes, hein. Je dis ça, puis j'ai Georges Goma devant moi qui voyage, on va lui parler ce matin. On va parler également aussi à Monsieur Siles, Jaime Siles, de politique latino-américaine. Alors, il sera question de la reconfiguration géopolitique actuelle qui affecte dramatiquement les relations diplomatiques, les relations de solidarité, bien sûr aussi commerciales et des relations, enfin la coopération en Amérique latine et des autres continents. Alors, tout ça, cette reconfiguration géopolitique-là qui a des effets, bien sûr, puis on le verra un peu partout dans le monde. On verra aussi à Davos aujourd'hui comment ça va se passer. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir. Je fais un petit pont musical et puis tout à l'heure, dans quelques petites minutes, on s'entretient avec Georges Goma. À tout de suite. Toujours heureuse de le retrouver. Ça fait 2 mois et quelques semaines, mais déjà, c'est comme si c'était 2 jours. Georges Goma, bonjour. Bonjour, Caro. Toujours plaisir de te retrouver. Absolument. Renouvelé. Ouais. C'est d'autant plus apprécié que je sais que tu as trouvé du temps pour venir nous jaser. Absolument. Avec un horaire de fou. Ouais, de fou. Absolument. Je suis un enseignant itinérant. L'itinérance académique, ça me fait déplacer partout pour aller remplir ma tâche d'enseignant. Partout au Québec, disons-le, puis c'est grand le Québec. Hein? C'est grand le Québec. À Grand-Port, Rimouski, Bécomo, Mont-Laurier, Rouyn-Noranda, alors tu vois un peu, je vois du pays. Hein? Oui, tu vas être un spécialiste, un géographe du Québec. Absolument. Sociologue, géographe. Bon, on n'est pas là pour parler de ton horaire qui est bien chargé, mais tout simplement pour te dire que voilà, j'apprécie beaucoup ta présence ici ce matin, puis ton éclairage que tu jettes sur l'Afrique et les changements. Et on va continuer comme ça en 2026. Absolument. Ouais. Tu voulais nous parler de la dimension révolutionnaire de la politique menée par les 3 États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors c'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ouais. Alors tout ça dans une perspective de souveraineté, évidemment. Oui, mais voilà, ça bouge, Caro. Hein. On l'a souvent dit à notre antenne, ça bouge pas seulement en Afrique, mais au niveau global également. Hein. Bon, l'Afrique est un continent qui fait partie du monde. L'Afrique est un continent très stratégique pour le monde. On a vu aussi que même la guerre en Ukraine, écoute, l'Afrique aussi émargeait là-dedans. Bon, qu'à cela ne tienne, il se passe que en Afrique de l'Ouest, il y a 3 pays qui se sont engagés dans une démarche politique, géopolitique et géostratégique aussi. Ce sont des pays qu'on avait l'habitude de classer parmi les pays les plus pauvres au monde. Le Mali, le Niger et puis le Burkina Faso également. Mais il s'est trouvé que ces pays-là, à un moment ou à un autre, se sont décidés. Il y a eu des coups d'État, ça c'est bien clair, parce que de toutes les façons, les coups d'État ne sont pas une invention. Hein. Il y a une tradition des coups d'État qui sont là. Et puis, ma foi, quand on s'engage dans la démocratie aussi, on aimerait qu'il n'y ait pas des coups d'État, mais qu'il y ait une dévolution du pouvoir, un changement des élites au pouvoir
à partir de la simple idée de la démocratie. Et d'une volonté du peuple. Et la volonté du peuple. Et c'est aussi rendre au peuple ce qui leur revient, c'est-à-dire la souveraineté et aussi le droit de choisir les responsables qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Mais quand c'est aussi simple que ça, mais c'est très compliqué finalement. Ouais. Parce qu'on voit des gens venir au pouvoir après un coup d'État. Alors, quand on regarde à la loupe, on se dit, mais ils sont venus par un coup d'État. Mais quelles sont les raisons qui ont poussé à ce coup d'État également? Parce qu'on a constaté aussi que les gens qui sont au pouvoir, Caro, qui sont au pouvoir démocratiquement parlant, et à un certain moment, on se dit, mais oui, mais là, il y a pas eu, les armes n'ont pas parlé, on n'a pas utilisé des armes à feu, mais la personne qui est au pouvoir a utilisé des méthodes quand même aussi pas catholiques pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'on appelle les coups d'État constitutionnels ou des coups d'État institutionnels, comme ça se passe dans pas mal de pays aujourd'hui. Hier, on a vu au Cameroun, par exemple, ils ont eu des élections au Cameroun, mais tout a montré quand même qu'une personne qui est là depuis bientôt 50 ans quand même, qui est là au pouvoir, et que le peuple a vomi, mais il est resté là, c'est-à-dire que la personne qui a gagné, il est pourchassé, on met l'armée, et puis bon, la personne qui est là depuis près de 50 ans, Paul Biya, est resté au pouvoir. Ça se passe au Congo-Brazzaville également. Donc c'est là où on se demande, mais attendez, écoutez, peut-être qu'il y a des coups d'État qui sont salvateurs aussi, des coups d'État qui sont salvateurs, qui viennent rompre un peu une dictature qui est installée là. Donc, on a vu ça aux États-Unis, les gens étaient contents que Trump vienne chercher Maduro. Après, c'est une autre affaire. Mais là, après, sur le moment. C'est une autre affaire. Bon, là aussi, on parle de démocratie, mais au niveau international. Mais quand Trump a fait ce qu'il a fait au Venezuela, quelles sont les motivations de Trump derrière également? C'est une autre affaire. C'est une autre affaire aussi. On aimerait que finalement, Trump, si il adopte cette approche-là, qu'il adopte l'approche pour tout le monde, qu'il aille déloger tous les dictateurs que nous connaissons également. Je pense pas que c'était pour la bonne cause de déloger un dictateur seulement. Voilà, et c'est un d'autres enjeux liés au pétrole, aussi à la situation des États-Unis. Peut-être que le tour viendra de l'Afrique. Oui, à ce moment-là, on aimerait qu'il aille déloger Sassou Nguesso, on aimerait qu'il aille déloger Biya, on aimerait qu'il aille déloger ces dictateurs qui utilisent les oripeaux ce qu'on appelle les oripeaux de la démocratie. Les oripeaux de la démocratie, c'est de proclamer que voilà, on fait des élections, il y a une bonne circularité des élections, mais sont des élections viciées, c'est-à-dire que c'est gagné d'avance. Exact. Mais maintenant, on montre aux gens on va il y avait des bureaux de vote, il y avait des bureaux de vote et tout cela, et on joue au qui perd gagne, c'est-à-dire quand les résultats sortent, il a perdu, mais c'est celui qui a perdu qui gagne, et celui qui a gagné perd, et on le pourchasse. Bon, revenons à l'AES, ma chère. Alors, l'AES, en fait, beaucoup de gens critiquent ce qui se passe dans l'AES en mettant l'accent sur le fait que dans ces trois pays, ce sont des militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. Okay? Bon, ça, on peut le comprendre. On laisse la liberté à chaque personne de donner son point de vue par rapport à ça. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de voir un peu les transformations qui sont apportées à l'intérieur. Parce que ces États de l'AES, c'est le Sahel. Le Sahel, c'est le désert. Mais le désert en question, on nous a fait comprendre que non, mais le désert que vous voyez là, l'aridité du désert, mais c'est un endroit qui regorge alors beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de richesses dans le désert. Il y a le pétrole, il y a tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a le soleil aussi, l'énergie solaire aussi. Le Sahel est capable d'éclairer toute l'Europe si on travaille un peu l'énergie solaire. Donc, on se retrouve finalement avec ces trois États, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Bon, le Mali, ce qu'il y a avec le Mali, c'est quoi, Caro? Mais c'est l'exploitation de l'or. L'or a toujours été depuis très 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 longtemps, depuis le XIIIe siècle. Mansa Moussa, c'était le souverain malien de l'époque, et les Arabes qui avaient la tradition de l'écriture, les Arabes sont face aux Maliens. Le Maghreb, vous voyez, si l'Afrique n'a pas eu la tradition orale, non, la tradition écrite pour écrire toute l'histoire, mais il y avait des griots mais ça c'est la tradition orale. Mais les gens qui commerçaient avec ces États au Sahel, c'était les Arabes.
Les Arabes avaient déjà la tradition de l'écriture, Caro. Ils écrivaient. Ouais, les gens ils comme comptaient, les, voilà, ils comptaient absolument. Les Ibn Khaldoun, par exemple, qui ont beaucoup écrit, les Ibn Battuta, le grand voyageur arabe qui voyageait à dos de chameau partout, allait en Inde, un peu partout, eh bien, ils ont écrit que le souverain malien, c'était l'homme le plus riche du monde. À l'époque, c'est le XIIIe siècle. Et aujourd'hui, je fais un grand pas là-bas pour montrer que non, mais ces pays-là ont été des pays qui sont immensément riches par rapport à l'or, par exemple. Mais aujourd'hui, quand le Mali se détache un peu des liens coloniaux avec la France, par exemple, eh ben c'est pour dire que non, mais vous nous avez taxé de pays pauvres. Bon, maintenant, et évidemment, on va avoir la souveraineté sur nos matières premières. Mais quand on a dit, bon, mais oui, mais derrière, il faut le dire également, que derrière, des gens qui se lèvent pour dire à la grande puissance, l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, écoute, bas les pattes, prends tes affaires et vas-y, et que la France se lève aussi pour partir, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui fait que le Mali puisse avoir la puissance et la force, n'est-ce pas, de dire à la France de partir et que la France parte. Il a dit aussi aux Américains de partir et les Américains sont partis également. Vous voyez ? Donc derrière, il y a le soutien de la Russie. C'est la Russie qui soutient ces États-là, et puis aussi on dit mais oui, on peut pas aller d'un ancien colon vers un autre. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire des choses de cette manière-là? Maintenant, ce qui se passe au niveau international, c'est quand même le redessinement des enjeux géopolitiques et géostratégiques au niveau international. Les alliances se recréent encore là. Voilà, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est la dynamique de l'économie. Regardez ce que Trump est en train de faire aux États-Unis, l'impact que ça. Trump casse à l'intérieur des États-Unis, Trump casse à l'extérieur des États-Unis. C'est ça qu'il faut voir de toutes les façons. Où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Mais ce qui est bien vrai, c'est que les alliances au niveau géopolitique international, ça se redessine. Maintenant, dans ce redessinement des alliances, il y a quand même les pays africains qui doivent aussi se déterminer. Est-ce qu'on va être rattaché à un ordre ancien qui a tenu les pays africains captifs, il faut le dire de cette manière-là, parce que les indépendances des années 60, ben, on devrait dire que, mais, les années 60, ben, d'accord, les Africains, on vous a donné l'indépendance, maintenant, autodéterminez-vous, développez vos pays. Et puis, on se retrouve finalement avec, les gens qu'on met au pouvoir, c'est des gens qui continuent un ordre post-colonial, mais ça devient, en fait, comme l'a écrit Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. C'est-à-dire que finalement, après les indépendances, certains pays africains se sont retrouvés avec d'autres blancs qui avaient la particularité d'avoir la peau noire. C'est dans ce sens que René Dumont avait écrit le livre « L'Afrique noire est mal partie » parce que quand les Blancs sont partis, les Noirs qui ont pris le pouvoir se sont comportés un peu de la manière la plus détestable qui soit. Donc René Dumont avait raison d'écrire l'Afrique noire est mal partie parce que les gens se sont vautrés dans l'opulence et ainsi de suite et l'Afrique n'a pas développé. Donc la question de la souveraineté reste essentielle. Et quand on pousse, et puis ça va aussi avec la notion du panafricanisme. La notion du panafricanisme, Caro, aussi, est une notion très très importante parce que le panafricanisme n'est pas nécessairement né en Afrique. Le panafricanisme est né en dehors de l'Afrique avec les personnes comme les Marcus Garvey qui ont poussé les personnes de la première immigration, c'est-à-dire qui sont venus avec l'esclavage, qui sont allés en Jamaïque, qui sont allés partout et aux États-Unis avec des W.E.B. Du Bois. C'est des gens qui ont travaillé, des Noirs américains qui ont pensé l'Afrique également, qui ont avancé l'agenda du panafricanisme et ça atteint des leaders visionnaires africains comme les Kwame Nkrumah qui sont sautés sur cette idée du panafricanisme qui devait aussi articuler avec la souveraineté africaine. Parce que l'Afrique, mieux vaut, et puis ça se dit aussi par les grands chercheurs, par les grands professeurs en Occident qui disent que non, mais il faut pas permettre à l'Afrique de se développer. Parce que si on se laisse l'Afrique se développer, nous, en dehors, les gens, nous qui sommes en dehors de l'Afrique, qui nous bâtissons notre opulence, notre richesse sur l'exploitation des matières premières en Afrique, on n'aura rien. Parce que là, si les matières premières sont transformées sur place en Afrique, la valeur sera créée en Afrique. C'est nous qui allons en Afrique pour chercher du travail. Parce qu'on prend les matières premières brutes, payées à vil prix, et parfois les prix sont fixés par ceux qui achètent
achète à l'extérieur. Alors, il y a pas de sens à cela. Et puis, quand c'est transformé à l'extérieur, on ramène en Afrique à des prix coûtants. Très, très, très cher. Exact. Alors, donc, si, tu vois très bien que si l'Afrique a cette souveraineté de dire qu'écoute, non, mon pétrole, si tu veux exploiter mon pétrole, je sais que tu as l'intelligence nécessaire pour transformer ce pétrole, aller le chercher dans le sous-sol là où il est. Ouais. Moi, je n'ai pas cette intelligence, mais moi, j'ai ma terre. C'est ça aussi. Ouais. La relation, pour que la relation prenne, il faut que toi et moi, nous nous entendons. Et moi, j'ai ma terre. C'est le sens du mot relation. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai ma terre, mais sans ton intelligence, c'est zéro. Toi, tu as ton intelligence, sans ma terre, c'est zéro. Donc, voilà un peu les questions de la souveraineté. Mais maintenant, quand on regarde un peu ce qui se passe, les pays et le Niger aussi, hein, il faut que je cite le Niger. Oui. Le Niger, l'enjeu avec le Niger, Caro, c'est l'uranium. Alors, chaque pays a son petit trésor, l'uranium pour le Niger, le Mali, c'est le Burkina Faso, il y a certainement la bauxite aussi, pas mal de choses au Burkina Faso. Donc voilà, il y a ces choses-là. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, mais les pays de l'AES sont confrontés aussi à une résistance. Mais quand tu dis les pays de l'AES, en fait, c'est essentiellement ces trois pays. Pour l'instant, c'est trois pays qui sont quand même relativement bien entourés aussi. Là, je regardais sur une carte. Alors, bien entourés dans quelle mesure, Caro? Je veux dire, il y a le Ghana pas très loin, le Nigeria, la Guinée, ils sont vraiment... la Mauritanie. Oui, mais bien entourés, on dirait plutôt en ce moment, c'est ça le problème. Ils sont plutôt encerclés. Oui, encerclés. On va dire pourquoi je dis encerclés. Parce que tous les pays que tu viens de citer là sont membres de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est cette communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais ces pays de la CEDEAO, quand on voit avec la Côte d'Ivoire, qui est le chante avec le Nigeria, avec tous ces pays-là, ce sont des pays, nous autres qui faisons l'analyse critique, ce sont des pays qui sont rattachés à l'ordre ancien. Ouais. C'est-à-dire que les trois pays de l'AES sont en fait, ils sont enclavés. Ils n'ont pas un accès à la mer. Vous voyez, ils n'ont pas un accès à la mer. Et là, c'est une grande difficulté. Donc, pour faire passer les produits qui rentrent au Nigeria dans ces pays, il faut passer par le Togo ou le Bénin. Or, ces pays-là font partie de la CEDEAO. Or, en ce moment, il y a une bataille énorme entre les pays de l'AES qui viennent de se former et l'ancienne CEDEAO qui est restée aussi dans des rapports parce que on voit l'influence de la France, par exemple, de l'Union européenne. Mais l'Union européenne passe par la CEDEAO pour exercer la pression sur ces pays récalcitrants qui ont fondé l'AES. C'est là où ça pose vraiment problème. À un moment même, la CEDEAO s'est préparée pour aller attaquer les pays de l'AES. C'est heureusement que les peuples se sont levés. Parce que là, une légitimité quand même aussi, il y a une grande légitimité du peuple par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'AES en tant que tel. D'accord. Revenons peut-être au début, parce que toi, c'est une situation que tu connais bien, l'AES. Moi, j'ai fait une petite recherche. Mais donc, ces trois pays-là se sont réunis. Leur objectif ultime, c'est de créer une forme d'indépendance, d'être indépendant, d'unir. Mais oui, mais c'est-à-dire leur force. Mais l'indépendance dont tu parles là, nominalement, ce sont des pays indépendants. Mais c'est des pays qui sont indépendants, mais il n'y a pas la souveraineté, une fois de plus. Ils n'ont pas la souveraineté sur leur richesse en tant que telle. Comme beaucoup de pays. Comme beaucoup de pays d'Afrique, aussi. D'Afrique aussi, il n'y a pas la souveraineté parce que, évidemment, les matières premières sont exploitées par les grandes entreprises occidentales. La France est bien installée là-dedans parce que parmi les anciennes puissances coloniales, c'est quand même la France qui est restée incrustée quand même en Afrique avec la monnaie africaine. On a souvent parlé de la monnaie africaine, par exemple, qui est le franc CFA. Les fonds des colonies françaises d'Afrique à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait. Maintenant, ils ont transformé ça en autre chose. Mais en tout cas, la monnaie, par exemple, le CFA, c'est une grosse pierre, un gros caillou dans le pied, dans la chaussure de l'Afrique, parce que c'est une monnaie coloniale et naziste aussi. Et puis comment pouvez-vous comprendre que autant de pays africains puissent avoir une monnaie qui est fabriquée en France, qui est gérée par la France, et où les pays africains ont l'obligation de déposer une moitié de leur argent dans une caisse en France. C'est pas ça la souveraineté. Donc voilà, ces trois pays-là
Oui. Non, vas-y, Oui, vas-y. non, Alors, non. bon, on comprend bien un peu comme l'union fait la force, hein. Ben oui, oui. Mais alors, comment se fait-il que ils sont quand même très isolés? Ça sera pas, c'est pas facile. Et c'est quand même des pays, tu l'as dit, qui sont dirigés par l'armée. Ben oui, c'est les militaires qui sont au pouvoir. C'est les militaires Et puis qui sont au aussi, pouvoir, donc mais c'est il quand faut même savoir- ouais, c'est ça. Alors Oui. ça pose quand même certaines questions là. Prendre je sais pas exactement là où ils en sont dans leurs revendications, mais c'est en général quand c'est des pays dirigés par l'armée, c'est quand même des pays où c'est la force qui règne, c'est plus la loi force, du plus fort, c'est-à-dire comme que- dirait Donald oui, Trump. Mais la force, je pense qu'il faut avoir la force parce que l'autre dimension de la chose, l'autre chose, Caro, c'est quoi? C'est que dans ces pays-là, il y a le terrorisme également. Oui. Il y a une guerre. Ils sont en train de livrer une guerre contre le terrorisme Oui, en tant que tel. Or, la notion du terrorisme a toujours effrayé l'Occident. Parler de terrorisme en France, moi j'ai vécu en France, cela ne t'a pas échappé, et que la France, par tous les moyens, luttait contre le terrorisme, qui s'abattait quand même en France également, parce que la France, la particularité de la France, c'est d'avoir conservé des relations avec beaucoup de pays africains, et puis quand l'indépendance est arrivée, il y a beaucoup d'Africains qui sont venus en France également. Il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de Tunisiens qui sont en France également, surtout l'Algérie, parce que les rapports avec l'Algérie ont été très très forts avec la guerre d'Algérie, qui s'est soldée avec comment on l'appelle, les accords d'Évian en 1962 pour arrêter la guerre d'Algérie. Donc il y a quand même ce lien avec le terrorisme où la France combattait le terrorisme. Mais ce qu'on observe, c'est que à la mort de Kadhafi a été tué par une coalition internationale en tant que tel, mais le Kadhafi, c'était la Libye de l'époque, c'était le seul pays pratiquement en Afrique qui a utilisé, n'est-ce pas, son pétrole pour le bien-être de son peuple. On ne voyait pas les Libyens traîner à l'extérieur, aller en exil, parce que il y avait ça. Donc Kadhafi était une personne en Afrique qui voulait accompagner les pays africains dans la création d'une monnaie et de lancer des satellites de communication là pour l'indépendance. Parce que figure-toi que, par exemple, si je suis au Congo-Brazzaville, pour appeler à Kinshasa en face, Brazzaville et Kinshasa, c'est les capitales les plus rapprochées du monde, mais pour appeler à Kinshasa en face, il fallait que ça passe d'abord par la France, avant d'être repoussé. Ah ouais. Ben oui, jusqu'à point, parce que il y a pas l'indépendance dans la communication, c'est la France qui gère tout. Tout. Alors, Kadhafi est venu avec ça pour que voilà, je mets l'argent pour qu'on lance des satellites là-haut, pour qu'on soit indépendant sur le plan de la communication. Bon, je mets l'argent pour qu'on crée une banque pour arrêter avec le franc CFA. Mais ça, c'était sacrilège. C'est pourquoi tout le monde s'est ligué, on a trouvé des trucs à l'ONU pour expliquer pourquoi il faut dégager Kadhafi. Et on l'a dégagé. Donc voilà, il y a ça aussi qui est au centre, évidemment, des enjeux géopolitiques et géostratégiques aujourd'hui. Donc ces pays de l'AES, Caro, une fois de plus, essaient de se battre contre ce terrorisme-là. Voilà, comment on explique un peu la déferlante du terrorisme dans les pays du Sahel et africains en tant que tel. Parce que la Libye, à l'époque, c'était une puissance militaire incroyable. Ben oui. Maintenant, quand les Français et les Américains ont attaqué, ça devient le désordre total. Et tout le stock d'armes de Kadhafi, ça s'est dissolu dans les pays, dans les pays où le terrorisme aussi commence à sème la terreur également. Donc ces trois pays sont en train de mener une guerre contre le terrorisme. Et les analystes montrent que non, mais au fond, la France qui combattait avant les terroristes commence à copiner avec les terroristes. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent que non, mais la France forme aussi ces terrorismes-là pour combattre évidemment les régimes de l'AES en tant que tels. Donc il y a un cafouillage incroyable, il y a des choses incroyables là-dedans, parce que dans l'idée de certains pays en Europe, et y compris les États-Unis également, parce que Trump avait dit quand même des choses sur le président Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso. Lui, alors c'est la pièce maîtresse un peu dans les changements, parce que le Burkina Faso, avec ce jeune président d'un courage incroyable et qui est combattu,
il y a pas une semaine, il y a à peu près une semaine, il a échappé encore à un coup d'État qui était bien préparé. Et quand on voit la préparation... Est-ce qu'on peut dire que Traoré a été élu démocratiquement? Non, mais il est venu au pouvoir par un coup d'État. C'est ça qu'on nous dit. Oui, okay, c'est pourquoi on se dit, oui, la critique à faire, c'est moitié-moitié finalement. Il y a des gens qui viennent, qui sont au pouvoir, qui font des coups d'État constitutionnels. Mais un coup d'État constitutionnel, c'est la même chose qu'un coup d'État militaire, finalement, dans certains machins. Rendu coup d'État constitutionnel ou voilà. Militaire. Donc le problème, nous aimons en Afrique atteindre ce degré de progrès avec des États démocratiques, même si aujourd'hui, quand même aussi, Caro, quand on regarde un peu, mais que devient la démocratie finalement? Même dans les pays développés qui nous montrent d'aller vers la démocratie, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est comme s'il n'y a plus que Trump sur l'échiquier politique. Il n'y a que lui. Il fait des choses, il va prendre un président au Venezuela comme ça, là, sans parler à son Parlement. Sans parler à son Parlement. Non. Ni la chambre haute, ni la chambre basse. La chambre basse, c'est donc l'Assemblée, la chambre des représentants. La chambre haute, c'est le Sénat. Personne n'est au courant. Le président va piocher dans un autre pays. Ouais. Et puis, rien ne se passe. Et lui-même aussi, Trump, on voit très bien que c'est un grand dictateur, quelque part aussi. Tellement. Alors, on verra ça aux prochaines élections de mi-mandat. De mi-mandat, on va voir ce que les Américains vont dire. Est-ce qu'ils vont applaudir ce que fait leur président? Maintenant, il envoie même, comme je disais tantôt, mais il fait la guerre à l'intérieur des États-Unis et à l'extérieur des États-Unis, dans le Minneapolis. Tu as vu un peu ce qui se passe là-bas, avec les agents de l'immigration qui parcourent les rues, vont dans les maisons pour demander aux gens s'ils sont en situation régulière. On n'a jamais vu ça. Je sais pas s'ils demandent gentiment, par contre, là, je suis pas sûre qu'ils demandent. Je pense qu'ils arrêtent, puis après, ils vérifient. Non, oui, c'est ça. Et puis, il y a une dame qu'on a tuée, là, quand même. On a vu, presque en direct. Donc, la démocratie devient quand même les pays sur lesquels nous autres, là, on pensait que non, mais écoute, pour que les pays africains réussissent leur démocratie, il faut quand même que les pays démocratiques au centre démontrent qu'ils sont le respect de leur propre démocratie. En France, on a vu Emmanuel Macron aussi, le peuple se lever et dire qu'il faut que tu partes, mais il résiste. On a vu Macron aussi perdre des élections législatives, alors que la Constitution dit que quand tu gagnes, celui qui gagne les élections législatives, on cherche le Premier ministre parmi les gens qui ont gagné les élections. Mais ça s'est passé. Macron a déclenché les élections législatives, il a perdu, mais il n'a pas nommé un Premier ministre issu de machin. Donc on interroge quand même, c'est quoi la démocratie finalement? Si les pays au centre, qui sont les champs de la démocratie, qui donnent des leçons de démocratie à tout le monde, ne font pas la vraie démocratie, on a des raisons de nous inquiéter outre mesure, Caro. Donc voilà, on est là. Mais ce qui est pour l'Afrique, moi personnellement, si tu veux, tu m'as pas demandé quel est mon point de vue dans tout ça, mais tu le sais à peu près. Oui, à peu près, mais vas-y. Mais moi, je suis, moi, je suis un soutien incroyable de ce qui se passe dans les pays de l'AES, parce que la dimension souverainiste qui est portée, le panafricanisme qui est porté, ça c'est des choses qui m'encouragent à les soutenir et voir aussi la résistance à ce changement-là, parce que on voit très bien comment ils sont combattus. On va terminer avec ça, mais est-ce que le peuple est derrière là? Oui, d'accord. Parce que c'est un peu ça aussi, tu sais. Mais la souveraineté entre les idéaux des milices, des polices, de l'armée, whatever. La population et la population, des fois il y a une dichotomie. Non, la population est derrière, évidemment. Mais une partie de la population, parce qu'il y a d'autres aussi qui sont l'autre camp aussi, fourmillent les armes. Mais pour te donner un simple exemple, il y a 2 semaines ou 3 semaines, les pays de l'AES ont fait leur deuxième grande rencontre, et ça s'est passé au Mali. Donc, le président du Burkina Faso est arrivé au Mali. Tu vois la ferveur, les gens ils se disent qu'on n'a jamais vu ça au Mali. C'est le président d'un autre pays, du Burkina Faso, qui est la vedette, plus que le président du pays lui-même. On n'a jamais vu ça. Déjà, juste pour ça, de créer une ferveur, créer un engouement. C'est ça, la souveraineté nous vient du peuple. Exact. Et quand le peuple s'exprime
au dehors, ne posez même plus la question de mais il est venu par coup d'État, mais il est venu par coup d'État. Une fois de plus, j'ai foi en des coups d'État qui sont salvateurs. Mais ça ne peut pas, on tel. s'entend-tu sur le fait qu'un coup d'État ou l'armée ne peut pas diriger un pays éternellement, un général ne peut pas diriger. C'est ça. C'est une transition qui est souhaitable. Mais c'est une transition qui est souhaitable, mais la transition là, c'est un changement en profondeur des institutions. Donc il faut qu'on arrive quand même à la stabilisation des nouvelles institutions. Si, comme disait Obama, mais on a besoin en Afrique, on n'a pas besoin des hommes forts, on a besoin des institutions fortes. Exact. Parce que l'institution a une primauté par rapport aux personnes qui font fonctionner ces institutions-là. Et quand tu crées un parti, il faut te dire que c'est pas ta propriété à toi, ton parti doit survivre à toi-même en tant que tel. Il y a une impersonnalisation du parti en tant que tel. C'est ça qu'on recherche. Or, ce qu'on constate, évidemment, pour les pays de l'AES, à tout changement en profondeur, ce que nous les sociologues on appelle un changement sociétal. Un changement sociétal, c'est un changement en grande profondeur qui bouscule un peu tout l'appareillage institutionnel en tant que tel. Et puis dans les esprits également. Mais il y a toujours une résistance au changement qui s'élève. La résistance au changement est portée par des personnes, évidemment, qui sont contre et qui sont soutenues aussi à l'extérieur en tant que telles. Donc, ce qui se passe dans les pays de l'AES, quand on voit un peu, il y a une élite africaine également qui est complètement contre et qui soutient évidemment des rapports. Mais moi aussi, il y a un élément que je veux te dire, Caro, c'est que quand on regarde un peu là, et moi, je parle français. Ma culture est française en tant que telle. La France a été le pays qui a colonisé le Congo-Brazzaville et pas mal de pays. Donc, sur le plan de ma construction identitaire en tant que telle, mais c'est le français. Donc, naturellement, et on aime, là, on a fait des études en France, on va beaucoup plus en France, et on devait soutenir la France quand même aussi dans les rapports avec les pays africains. Mais le problème, c'est que la France est restée un peu cloîtrée, un peu dans une certaine posture un peu post-néocoloniale en Afrique. C'est-à-dire que on a beaucoup de choses à reprocher. Le soutien aux dictateurs, c'est la France qui soutient les dictateurs. C'est pas demain que je vais aller apprendre le russe. C'est pas demain que je vais aller en Russie, m'asseoir en Russie ou avoir des rapports quelconques avec la Russie. Donc là, nous autres là, qui sommes des francophiles, on est parfois mis à mal. Et nous discutons avec la France, par exemple, dire à la France que non, écoutez, allons vers un peu des rapports plus apaisés avec les pays africains. Faisons de sorte que dans nos rapports d'échange, les termes de l'échange nous soient également favorables. C'est-à-dire, vous exploitez le pétrole, le bois au Congo-Brazzaville, par exemple, mais dans ces rapports-là, pensez quand même qu'il y a la population qui est là. Vous ne pouvez pas vous occuper seulement de l'élite au pouvoir, parce que c'est ça qui se passe. Leur seul interlocuteur, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir dilapident l'argent de l'État, viennent cacher cet argent dans les banques françaises en plus. Donc finalement, le peuple est resté, le Congo-Brazzaville, avec 5 millions d'habitants seulement, et reste comme ça. Le peuple n'a jamais rien bénéficié de son pays, alors que son pays est très, très, très bougrement riche. Ouais. Donc, la France vient, prend le pétrole, et c'est un ancien PDG de la compagnie de pétrole de France, Loïc Lefort-Pigeon, qui est mort il y a moins d'une année, paix à son âme. C'est lui quand même qui vient dire ouvertement que au Congo-Brazzaville, il y a eu des cargaisons de pétrole fantôme. Une cargaison de pétrole fantôme, c'est une cargaison, on charge les tankers de pétrole qui voguent tranquillement dans la mer, qui vont en France sans être comptabilisés au Congo. Donc depuis quand est-ce que les cargaisons fantômes existent? Depuis très très longtemps. Le pétrole au Congo, c'est depuis les années 50-60. Donc si depuis les années 50-60, il y a des cargaisons fantômes, donc l'économie française aussi est calibrée sur l'exploitation de cette économie frauduleuse. Mais s'il faut aller arrêter maintenant, la France va dire, mais attends, comment si j'arrête tout ce qui rentrait dans mon économie frauduleusement, ça va être un manque à gagner. Donc il y a des choses comme ça qui font que nous tournons aussi le dos contre la France, parce que la France ne veut pas écouter, soutenir les dictateurs qui tuent leur propre population. Il n'y a plus grand monde il y a plus beaucoup de grandes puissances sur lesquelles se tourner. Écoute, oui, si la Russie veut offrir ce qu'on recherche et tout cela, écoute, la Russie aussi, il restera la Chine. Mais la Chine commerce déjà. Mais attends, Caro, mais la Chine déjà ravitaille le marché américain. Quel pays n'a pas les produits de la Chine?
La Chine, c'est ça Ah, aussi. ben, je sais bien. Ben oui, donc la Chine, c'est ça aussi. Et puis bon, voilà, il y a l'Inde aussi qui est là. Il y a donc et puis la Russie. Il faut que les Européens sachent quand même que la Russie a beaucoup combattu pour défendre les pays européens également dans l'histoire. Ah ben, dans la Deuxième voilà. Guerre mondiale. Donc, oui, voilà. bon, après, c'est jamais après, ni blanc ni noir. C'est tout ça. jamais ni blanc ni toujours noir, très mais complexe, c'est ça. les relations. Mais il faut quand même ça que... l'est d'autant plus avec tout ce qui se passe Ben oui, présentement. mais toi et moi, dans le passé, on a souvent dit, mais l'allure où vont les choses là, mais pourquoi est-ce que les gens ne pensent qu'à se battre, à fourbiller leurs armes? Depuis ces changements-là, on n'a jamais vu quelqu'un se lever pour dire qu'écoutez, bah, et si on parlait un peu nous tous là? Ouais, Si on parlait un peu? Et la Russie et l'Inde et la Chine et tout le monde, si on parlait un peu pour redessiner ensemble le nouveau monde. Mais Oui, apparemment, mais on il nous faut comprend bien une guerre peut-être pour Oui, que c'est- finalement Bon, en tout ça cas, c'est une redémarre. autre Je n'en sais discussion parce rien. que je vois le temps qui file, Oui, puis oui. je sais que tu as de la route à faire, À faire, ouais. mais c'est quand même ceux qui dirigent ces grandes puissances là, Trump, Poutine, Xi Jinping. Tu sais, s'asseoir avec ces gens-là et discuter, on comprend maintenant que c'est impossible. Là. Il n'y a pas de discussion possible. Mais il y a là. pas de volonté si on de l'espérait, discuter. oui, non, mais c'est au-delà de la volonté. C'est pas des gens. On comprend bien maintenant que Trump a pas, en est pas là. C'est pas. C'est pas sa préoccupation Écoute, de discuter avec les c'est pas autres. ju- Il veut prendre avec la force. Il veut prendre le Groenland et Ah, partout, mais partout. c'est que lui, il y a pas aucune porte qui s'ouvre pour la discussion dans son cerveau, là. Ben, Écoute, alors, ben, c'est je dirais pas, dommage. C'est dommage quand même. Parce que quand on le traite de clown, moi, j'ai pas vraiment envie de rire quand je le regarde parce qu'il est démoniaque, là. Il y a un petit ah, coup, ben oui. c'est un criminel. Alors, on Ben, discute pas avec des mais criminels. Moi, de haut niveau. je voulais pas dire, mais écoute, c'est parce qu'on n'a plus le temps. Si on pourrait emboîter là-dessus, tu m'auras donné le courage de continuer aussi à dire des choses sur Trump parce que moi, je dis que c'est un iconoclaste pour moi qui vient casser un peu tout ce qui existe. Et là, c'est là où je me demande, mais est-ce que ce monsieur-là, il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux de casser les choses? Moi, de je cette pense que manière, la avec une réponse est dans ta violence? question. Ben Est-ce oui, qu'il- mais c'est ça, Bon. Caro. Mais enfin. Écoute, on aura Bon, Caro, l'occasion de se on aura reparler. l'occasion de On se a reparler. bien défini c'était Voilà. quoi l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Du Sahel, Et Mali, voilà. Niger, Burkina Faso. On va suivre ça. Ça nous donne un autre angle sur l'actualité Sur l'actualité, géopolitique. voilà, parce que là, on tout à parle fait. beaucoup du Groenland. Et donc, Voilà, voilà. absolument. Ben, merci, Caro. Georges. Bonne route. Ok, Sois ben, merci. prudent. Oui, avec le temps qu'il fait. Ouais, hein, c'est avec déjà, tout il neige plus, Bon, mais quand voilà. même beaucoup de vent, donc beaucoup de poudrerie. Voilà, j'ai Surtout à hauteur de cours en Montmagny. début d'après-midi, donc j'ai le temps d'arriver tranquillement. D'accord. C'est 300 km à Rimouski. Oui, c'est ça. Mais il y a de la poudrerie. Il y a la hein, poudrerie, oui, c'est ça, il y a la poudrerie, absolument. OK, à bientôt, À bientôt, Georges. Caro. Bye bye. Merci beaucoup pour la chronique. CKRL 89.1.